Le débat de France 24 consacré donc à cet attentat qui a frappé Bangkok ce lundi. 22 morts dont 9 étrangers, 123 personnes blessées après l'explosion d'une bombe dans un temple hindou du centre de la capitale. Les autorités ont bien diffusé une vidéo de l'auteur présumé, mais elles s'interrogent toujours sur l'identité des commanditaires. À mes côtés, pour en parler, mes invités, Olivier Guillard, directeur de recherche Asie à l'IRIS, directeur de l'information chez Crisis 24, vous êtes spécialiste de l'environnement politique et stratégique de l'Asie du Sud. Et puis Jean-Louis Margolin, historien, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, maître de conférences à l'Université d'Aix-en-Provence. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, Olivier Guillard, est la question à 1000 bahts, celle que tout le monde se pose, qui peut bien avoir perpétré cet attentat. 1000 bahts, ce n'est pas très cher pour cette question. Mais écoutez, c'est toujours pareil. Donc, nous avons quelques éléments ici à Paris. D'autres éléments se volatilisent un peu dans les autres capitales de la région. Et on n'en sait rien, il faut être tout à fait franc. Il y a plusieurs pistes possibles. Une piste d'inspiration politique, contestant un petit peu l'autorité du régime actuel, donc celui qui est en place depuis le printemps 2014. Donc, c'est une junte militaro-civile. Ça, c'est une piste numéro 1. Piste numéro 2, vous savez que dans le sud de ce royaume bouddhiste, il y a plusieurs provinces qui sont d'inspiration de culture plutôt malaise et musulmane, donc qui ne se revendiquent pas du tout d'une appartenance à ce pays, qui sont victimes depuis une petite dizaine d'années, 10-12 d'années, d'une insurrection violente qui perpètre tous les jours assassinats politiques, destruction matérielle, contestation de l'État, attentats éventuellement, mais jamais, donc on ne remonte jamais théoriquement jusqu'à ce jour aussi au nord, donc en direction de la capitale. D'autres pistes un peu plus aléatoires, celle d'un déséquilibré, pourquoi pas, donc il y a également donc des actes des incivilités particulières qui touchent aussi donc des capitales d'Asie du Sud-Est. Il y a une piste également qui est évoquée de temps à autre par vos collègues et par les miens, consistant à rappeler qu'il y a quelques jours, les autorités thaïlandaises ont expulsé une centaine de ressortissants chinois ouïghours, donc appartenant à la communauté musulmane chinoise, rapatriés de force, demandés par Pékin. Ça n'a pas plu ni à cette communauté, ni à par solidarité musulmane avec d'autres. Et puis n'oublions pas également que l'Asie du Sud-Est, au même titre que l'Asie du Sud et que d'autres parties donc, de cette région du monde, sont aussi traversées par des courants radicaux, se revendiquant d'un certain écho du djihadisme international. Pourquoi pas regarder également de ce côté-ci? En définitive, vous avez compris, nous n'en avons aucune certitude ce soir. Et on se souvient des attentats de Bali qui avaient été particulièrement meurtriers. Olivier Guillard, vous êtes d'accord? Pas de piste pour l'instant? Pardon, Jean-Louis Margolin. Oui, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce tableau. Ce que je peux simplement rajouter, c'est que l'hypothèse qui, d'une certaine façon, arrangerait bien le gouvernement actuel, il y a eu quand même quelques insinuations dans ce sens-là, alors que pourtant les preuves paraissent à peu près inexistantes, ça serait effectivement de mettre ça sur le compte de l'opposition liée au clan Shinawatra, ceux qui avaient exercé le pouvoir, ou en tout cas contrôlé le gouvernement pendant une bonne dizaine d'années jusqu'au récent coup d'État militaire, qui jouissait d'ailleurs, qui jouissent sans doute toujours d'un très fort soutien populaire, en particulier dans le nord et dans le nord-est du pays. De ce point de vue-là, je crois quand même qu'il faut être assez ferme, sauf évidemment information sensationnelle qui irait dans ce sens-là. D'une part, l'opposition n'a jamais recouru à une violence de ce type, de type terroriste. Et puis d'autre part, dans un pays où la religion a une telle importance, bouddhiste, mais il s'agit d'un sanctuaire hindou, mais associé finalement à la religion bouddhiste dominante, ça serait non seulement sacrilège, mais je dirais totalement suicidaire pour quiconque a un minimum de raisonnement politique, que de recourir à ce genre de méthode, que de poser une bombe en plus dans un sanctuaire religieux associé au bouddhisme, ce qui ferait rejeter évidemment les poseurs de bombes par la quasi-totalité de la population thaïlandaise. On le rappelle, la Thaïlande elle est dirigée maintenant par une junte militaire depuis le coup d'État du 22 mai 2014. Est-ce que la junte peut instrumentaliser cet attentat ? Alors, on va éviter de se faire beaucoup d'ennemis ce soir. Bon, surtout nous qui pratiquons un petit peu ce pays d'une façon régulière. Ce qui est certain, c'est que les autorités thaïlandaises, qui sont victimes elles aussi par voie collatérale un petit peu de cet événement, n'ont pas fait preuve ni d'un grand charisme, ni d'une grande crédibilité dans leurs premières annonces, comme l'évoquait donc mon collègue à l'instant. Donc pointer du doigt les ennemis entre guillemets de la stabilité intérieure comme le gouvernement donc de l'ex-général Prayut l'a décrit. C'est assez simple, c'est évident, c'était le suspect idéal en définitive. Donc ces vilaines gens d'extraction modeste, populistes du Nord-Est qui en veulent à la stabilité, au retour de l'ordre intérieur en Thaïlande, sont peut-être vilains. Ça n'a pas été ni crédible aux yeux d'une majorité thaïlandaise, moins encore des observateurs étrangers. Et puis d'une certaine manière,
En définitive, il y a, lorsque l'on dresse un petit peu le portrait de qui pourrait gagner quoi de cet événement qui a coûté la vie donc à deux dizaines de citoyens qui en a blessé plusieurs dizaines d'autres. En définitive, il n'y a pas grand monde, mis à part ceux qui veulent véritablement donc du mal à la stabilité intérieure de ce pays. Je ne pense pas même qu'un gouvernement dont la gouvernance est pour l'instant un petit peu sujette à caution, il gagnerait quoi que ce soit, certainement pas. Des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur, la Thaïlande en a probablement. Je pense qu'il faut regarder il faut peut-être regarder un petit peu cet événement sous un jour nouveau, pas forcément donc sous un angle politique, pas forcément sous un angle strictement national, mais peut-être sous un angle un petit peu plus large. Une personne qui ne s'est pas exprimée pour l'instant, c'est le roi, il a des problèmes de santé, je crois. Quelle est sa place aujourd'hui dans la société depuis le coup d'État ? Le roi est très âgé, il est malade, ça fait quand même assez longtemps qu'il ne s'exprime plus, en tout cas directement sur grand-chose, hein. Même si, bon, on met en valeur la famille royale, pas plus tard qu'hier, il y a eu une grande course de vélo dont faisait partie le prince héritier pour acquérir un peu plus de popularité. Sa popularité est un petit peu en berne. C'est évidemment un problème fondamental, disons, mais qui sert au fond de toile de fond à l'ensemble des conflits politiques ayant secoué la Thaïlande depuis déjà une bonne dizaine d'années, puisque cet âge évidemment sans cesse croissant et cette santé sans cesse déclinante du roi est quelque chose qui tend à renforcer à la fois les incertitudes et aussi bien sûr les tensions entre les différents courants politiques. Mais bon, je crois qu'on n'attend pas spécialement une parole royale sur ce sujet. Ce que je voudrais peut-être dire, pour reprendre ce qui a été mentionné par Olivier Guillard, c'est quand même que effectivement une piste, en l'absence de d'autres pistes intérieures réellement vraisemblables, hein, une piste internationale, même si on peut beaucoup s'interroger sur sa réalité précise, paraît quand même ce qui serait au fond le moins invraisemblable. Et c'est vrai que cette coïncidence entre l'expulsion vers la Chine, où on peut être à peu près sûr qu'ils ne seront pas très très bien accueillis, d'un certain nombre de militants ouïghours, dont on sait par ailleurs qu'en Chine, en tout cas, ils ont recouru, dans certains cas, à des attentats assez effroyables. On peut rappeler quand même le massacre au sabre et au couteau de plusieurs dizaines de passagers chinois dans la gare de Kunming il y a à peu près 2 ans. Donc, où ces voitures fonçant sur la place Tiananmen, écrasant volontairement un certain nombre de passants. Bon, donc c'est très difficile d'accuser qui que ce soit, mais c'est vrai que là, on aurait quelque chose qui correspondrait peut-être un petit peu plus, évidemment, aux modalités d'action déjà connues de ces groupes. C'est un petit peu tôt pour en parler, mais est-ce que le tourisme peut souffrir de cet attentat ? En tous les cas, l'image donc de ce pays qui a longtemps été écorné par cette crise politique sans fin, puis par ce coup d'État militaire, donc encore subi un autre coup un petit peu violent depuis 48 heures. Je pense que ponctuellement, donc ces prochains jours, c'est ce que disaient des tours opérateurs donc occidentaux et asiatiques, ils se disent écoutez, nous souffrons déjà un contexte économique un petit peu ténu. Les ondes de choc de la dépréciation de la monnaie chinoise et donc sa fragilisation depuis 1 an nous touchent aussi directement. Donc la Thaïlande et la Chine sont des partenaires commerciaux extrêmement intégrés. L'économie, les perspectives de croissance de l'économie thaïlandaise donc peinent à redémarrer sur un mode voulu. On évoquait quelque chose aux alentours de 3,5% de croissance du PIB cette année. C'est en berne. En définitive, on va être certainement plus près de 2,5%. Les investisseurs étrangers qui s'étaient fatigués de cette crise politique se disent bon, si un nouveau coup de semonce en direction de ce pays intervient, est-ce qu'il faut encore regarder dans cette région assez dynamique qu'est l'Asie du Sud-Est, ne vaut-il mieux pas regarder en direction d'autres pays comme le Vietnam ou l'Indonésie un peu plus stable? C'est à voir. En tous les cas, c'est à peu près 9% de la création de richesse chaque année donc, qui tourne autour de l'industrie touristique, qui emploie des centaines de milliers de foyers donc, en Thaïlande. Donc évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Après, je pense que c'est un secteur qui est particulièrement résilient, qui est ultra dynamique aussi, et passer un petit peu ces quelques jours, ces quelques semaines à venir, je ne suis pas certain que ça soit une tendance de long terme. Oui, parce que la crise politique avait quand même été très dure. Il y a même eu des affrontements entre chemise rouge et chemise jaune qui avaient été violents. Ça n'a pas empêché le tourisme de se développer et de continuer. Qui avait été violent, mais disons une violence quand même, somme toute, relativement limitée, relativement restreinte dans le temps et dans son ampleur, et qui n'avait en aucun cas touché les touristes. Là, c'est un petit peu la première fois qu'on a une bombe dont il est difficile de dire, après tout, c'est quand même dans un sanctuaire qui est fondamentalement un sanctuaire religieux pour la population thaïlandaise. Difficile de dire que, comme on l'a fait parfois peut-être un peu vite, que cette bombe était véritablement destinée en priorité à tuer des touristes. Mais n'empêche que
il y a effectivement des touristes qui ont été touchés. Ceux qui l'ont fait ont pris le risque de le faire. C'est ce que disent les autorités. Hein. Les autorités disent que ce sont les touristes qui sont visés. Oui, mais ça fait partie des choses, je crois qu'on est d'accord là-dessus, qui sont quand même absolument pas évidentes. Et ça fait partie un peu des affirmations, disons pour le moins rapides, hein, des autorités thaïlandaises sur la question. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que finalement, dans un tableau international qui est celui qu'on connaît, hein, où tellement de pays traditionnellement touristiques sont dans une situation de beaucoup plus grande insécurité, c'est pas la peine de les nommer, tout le monde les connaît, que la Thaïlande, bon, sauf si évidemment ce genre d'attentat se reproduisait, se multipliait, on pense... Il n'y a pas vraiment de raison de penser que les touristes s'arrêtent brutalement du jour au lendemain de venir. Peut-être qu'ils éviteront un petit peu plus Bangkok, ils séjourneront un peu plus sur les plages. Voilà, mais je ne pense pas a priori que ça aille au-delà, en tout cas dans l'état actuel des choses. Il y a d'ailleurs probablement beaucoup de touristes qui ne savent même pas que la Thaïlande est dirigée par une junte militaire pour l'instant. Combien de temps ça va durer d'ailleurs? Quand est-ce qu'il va y avoir des élections démocratiques en Thaïlande, on le sait? Alors ça, c'est une excellente question. Lorsque cette nouvelle équipe est arrivée au pouvoir au printemps de l'année dernière, donc il s'agissait, à écouter un petit peu les nouveaux tenants du pouvoir, c'était une gestion qui était nécessitée par les événements, par la gravité de la crise et qui ne serait que temporaire. Le temporaire s'est déjà mué en 12 mois et donc chaque trimestre passant, le général Prayut et son entourage estiment que les conditions ne sont pas suffisamment de retour à la normale pour que l'on puisse prévoir un nouveau scrutin. Il y a encore 6 mois, on évoquait donc mi-2016, on est passé de mi-2016 à fin 2016, et avant ces tristes événements, donc le pouvoir laissait à penser que courant 2017, peut-être que si les choses n'allaient pas si mal, on pourrait renvoyer les gens vers les isoloirs. Visiblement, on ne s'en rapproche pas avec ces derniers événements, bien sûr. Oui, cet attentat devrait repousser encore. Oui, je pense qu'on peut parler quand même maintenant d'un certain échec de la junte par rapport, disons, à sa propre volonté de rétablir un certain ordre qui puisse bénéficier tant à la stabilité politique qu'à l'économie du pays. Bon, d'une certaine façon, cet attentat est très gênant pour le pouvoir parce qu'il confirme ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire l'incapacité de la junte à rétablir, disons, un sentier politique qui puisse susciter un certain consensus dans la population, hein, et parmi des forces très opposées les unes aux autres qui continuent bien sûr à exister. Et puis d'autre part, l'économie se trouve effectivement dans une situation assez difficile. De ce point de vue-là, on peut dire que la junte est en situation d'échec. On suivra cela sur France 24. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Jean-Louis Margolin, merci. Merci à Olivier Guillard. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce débat que vous pouvez retrouver sur France24.com. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur France 24.